Le consentement, on en entend parler tous les jours depuis MeToo. C'est un des mots les plus employés dans les médias. Il est à la fois un principe, une condition, un slogan et un symbole de libération sexuelle. La difficulté du consentement, c'est qu'il est multiple. Il peut être arraché, il peut être donné à contre-cœur, il peut être tacite et on peut même consentir à la soumission. Alors comment faire à l'adolescence quand tout est mouvant, quand l'envie s'expérimente à peine, quand on ne sait pas réellement ce qu'est le désir et quand on est en pleine construction? C'est ce qu'Audrey Royer a cherché à comprendre dans Sex by Step, un podcast dédié à recueillir la parole des jeunes et des adolescents sur leur sexualité. Je suis Marie-Ange Philippe et Audrey me laisse exceptionnellement le micro de Podcast ou Sexiste. On va revenir sur ces confidences anonymes et la bonne nouvelle, c'est que le discours semble bien ancré. Pour moi, le consentement, c'est un oui. Et c'est un oui sans contrainte, c'est un pur oui. Et c'est un oui plusieurs fois aussi. Pas juste un oui du début et après un mitigé au milieu et un non à la fin. C'est un oui du début jusqu'à la fin. Et c'est surtout un partenaire qui vérifie, qui s'assure et plusieurs fois. Pas juste il a l'impression donc ça passe. On demande plusieurs fois et on s'assure que ce soit sincère, que ce soit un oui sincère. C'est s'assurer que la personne en face elle est d'accord avec ce qui se passe à tout moment de ce qui se passe en temps réel. Genre lui demander même si c'est en cours. Avant, après. C'est aussi s'assurer de ne pas profiter de la personne, par exemple si elle a bu ou si elle a consommé quelque chose. Pour moi c'est ça. Mais qu'elle est en plein état de conscience. Quoi. Voilà, c'est ça. Et si elle était d'accord au début et qu'ensuite elle dit non, je le sens pas, il faut arrêter tout de suite parce que ça risque de mal tourner derrière. Quoi. En tout cas, il y en aura un qui se fera pas plaisir, ça c'est sûr. C'est être d'accord sur un fait ou sur une acte qui peut se passer. Simplement, c'est quand la personne à qui tu parles, elle est d'accord pour recevoir des photos ou des vidéos. C'est par exemple une personne qui veut avoir un rapport sexuel. Si la personne... Oui, mais c'est un exemple. Bonjour Audrey, je vous remercie de me prêter le micro une nouvelle fois de Podcast ou Sexiste. Pour cette table ronde, on va parler du consentement et de la façon dont les adolescents s'en emparent d'un côté et l'oublient vite fait un petit peu de l'autre aussi. On le voit dans ces petits micro-trottoirs que vous avez menés pour Sex by Step. C'est un discours bien ancré qui s'effondre un petit peu quand on dépasse le cadre théorique. Et pour en parler, j'ai beaucoup de monde à côté de moi et du beau monde. Alors, Madame Marina George, qui est psychologue à la Maison des Adolescents de Bastia. C'est un lieu d'accueil, d'expression et d'écoute sur les différentes problématiques, pas seulement sexuelles. Madame Lucie Bauer, chef de brigade de Pietrozele et référente des violences et des affaires intrafamiliales. Monsieur Anthony Capaille, qui est enseignant et qui a eu aussi des expériences professionnelles dans le milieu du sport avec de jeunes ados. C'est ça. Et Léana Paniz, qui est juriste au CIDFF, c'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. C'est une structure qui informe sur l'accès aux droits, qui offre aussi des orientations de soutien psychologique, qui donne des conseils, alors pas seulement pour les ados, mais pour tous les âges de la vie. Alors vous êtes ici aujourd'hui pour réagir à ces paroles d'ado qu'Audrey a recueillies pour le podcast Sex by Step, parce que le consentement est au cœur de l'éducation sexuelle, au cœur de l'éducation tout court. Et alors première question, est-ce que c'est une notion qui est débattue, parlée dans les cours d'école? Est-ce que c'est quelque chose de très formalisé, d'informel? Comment ça se passe quand on est enseignant, quand on est en contact avec un public scolaire? Est-ce qu'on arrive à briguer quelques paroles comme ça qui se diffusent? Alors en ce qui me concerne, je suis en secondaire au collège, donc on est vraiment aux prémices de la découverte de l'autre, du garçon, de la fille. Et avoir un contact avec l'autre, c'est presque déjà apprendre à se connaître. Ils veulent voir s'ils plaisent. Ils veulent voir s'ils ont une influence. Ils veulent voir si quelqu'un les regarde. Voilà, ça c'est la première étape. C'est ce qu'ils recherchent, le regard de l'autre. Avant même de savoir ce que l'autre veut, voir si eux, ils ont déjà une influence, sans savoir vraiment ce qu'ils veulent encore. Voilà. Et c'est justement ce qu'on remarque dans la petite interview que vous avez menée dans la rue. On entend beaucoup dire il faut s'assurer que l'autre veuille, sans savoir vraiment ce que je veux encore. Voilà. Et donc, au collège, en tout cas, pour les jeunes ados, c'est savoir est-ce que je vais plaire.
mais sans pour autant encore savoir ce que veut l'autre. Ouais. Marina, en tant que psychologue, vous retrouvez ce paradoxe en fait de savoir ce qu'on veut sans savoir vraiment ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Effectivement, et puis c'est surtout l'identité sexuelle en fait. Ils ne savent pas vers qui se tourner, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent réellement en fait. Est-ce que leur image de soi en fait est vraiment touchée? Et on a aussi l'idée de la sexualité ou de relations amoureuses comme quelque chose qui doit être assez spontané, voire un petit peu magique, etc. Et en fait, le consentement vient presque défaire cette vision qu'on a. Comment on articule ce discours-là quand on est psychologue et quand on reçoit des adolescents ? Eh bien, tout simplement en leur posant la question est-ce qu'ils sont en accord avec eux-mêmes en fait, en accord avec leurs valeurs, avec leurs principes, est-ce qu'ils se sentent à l'aise, est-ce qu'ils sont dans la spontanéité, voilà, tout simplement. S'ils ressentent une gêne, c'est que peut-être que la relation ou l'acte ou le moment ne leur conviennent pas en fait. Alors j'ai commencé par des questions très empiriques parce que en fait, c'est pas qu'on a du mal à définir le consentement, c'est que le consentement est protéiforme. Et comme il est protéiforme, il échappe un peu aux définitions figées. Il est totalement reconnaissable, c'est-à-dire que c'est pas un nom, voilà. Mais en même temps, on a des difficultés à le figer, c'est-à-dire que ça peut être un contrat social, ça peut être du consentement médical. Philosophiquement, le consentement, il est pensé. Alors, il n'est pas figé, il est pensé en philosophie, on ne fige jamais les choses, mais il est pensé, on peut dire que c'est soit choisir, soit accepter, c'est aussi un dialogue avec soi-même. Bref, c'est une notion abyssale, très philosophique, que l'on se retrouve à traiter, par exemple, en cours d'éducation civique ou lors des entretiens psychologiques. Et comment on fait avec cette difficulté-là ? C'est-à-dire que c'est très abyssal et en même temps, on est obligé un peu de vider de sa substance quelque chose qui est monumental. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la maison des adolescents sont sur la libre adhésion. Donc, c'est vraiment ce sont les adolescents qui justement disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent. Et de là, on peut effectivement creuser, approfondir et pouvoir sensibiliser, informer grâce à notre équipe. Et on peut soulever des paradoxes, c'est-à-dire qu'en psychologie, le consentement, c'est pas pareil que le désir. Et que malheureusement, on peut désirer et ne pas consentir, on peut consentir et ne pas désirer. J'ai pas l'extrait là à vous passer, mais Audrey a interviewé une jeune fille qui dit oui, moi le consentement, oui, je donne beaucoup de conseils à mes copines, mais moi quand je suis amoureuse, je fais des trucs, j'en ai pas très envie, mais je le fais parce que je suis amoureuse, mais je choisis de ne pas consentir en étant consentante. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle choisit de ne pas consentir. Et oui, c'est ce qu'on entend. Effectivement, c'est ce qu'on entend, mais dans ce cas-là, on pose la question spontanément, est-ce que c'était subi, voilà, est-ce que c'était un mauvais moment quand même ou pas, finalement, Et finalement, est-ce que c'est pas aussi la construction du désir ? Et oui, on teste les limites, on teste effectivement, les adolescents testent effectivement beaucoup de choses à ce niveau-là. On reçoit des adolescents de 11 à 21 ans. Donc effectivement, oui. Audrey, tu as ressenti ça pendant tes interviews, c'est-à-dire qu'il y a, au-delà de la notion du consentement, il y a aussi un peu un tâtonnement sur ce qu'est le désir et ce qu'est l'envie et ce qu'est la sexualité. Oui, je pense qu'il mélange déjà un peu tous ces termes. Et ce qui, je pense, est intéressant de préciser aussi, c'est lorsque j'ai posé la question qu'est-ce que le consentement, la plupart du temps on m'a dit je connais pas, jusqu'à ce que je dise comment tu t'assures que quelqu'un est d'accord de faire quelque chose. Et là on me répond et je dis à la fin c'est ça le consentement. Donc je ne l'ai pas mis comme ça dans l'épisode, c'était pas l'objectif de dire non, on connaît pas le consentement. Au final, tout le monde connaît le consentement. Ce n'est
Le consentement est trop souvent associé à une question de sexualité, alors qu'en fait, il est bien plus général. On sent tout le temps dans notre vie sans nous apercevoir. Ouais. C'est ça. Donc, de dire comment tu t'assures que quelqu'un est d'accord, en fait, c'est dans n'importe quel cas. Ça peut même être en amitié. Donc, très souvent, je l'ai dit, parce que non, j'ai jamais fait... j'ai pas eu de première fois, j'ai jamais été avec quelqu'un, donc je sais pas ce que c'est le consentement. Si, tu sais ce que c'est au final. Donc voilà, il est en fait trop associé à sexualité et ils n'ont pas l'impression de pouvoir savoir ce que c'est ou ce que ça comporte, alors que le consentement, c'est tout au long de sa vie, dans n'importe quel sujet. C'est tout au long de sa vie et c'est dans des sujets qui, en général, impliquent le corps. C'est-à-dire que je pense au consentement médical. On signe des décharges, on accepte que son corps soit ouvert selon une procédure spéciale. On consent même à l'imprévu, on consent même à l'imprévu d'une hémorragie. Effectivement, la sexualité, c'est pas la même chose. On n'est pas censé signer pour une catastrophe prévisible. On n'est pas censé établir un scénario à l'avance non plus. La difficulté, c'est que le sexe est fait que d'imprévus. Alors quand je dis imprévu, c'est pas de forcer, mais on ne sait pas, pour le dire très trivialement, à quelle heure on va faire un cunnilingue, à quelle heure on va faire une fellation, ni comment le rapport sexuel va se dérouler. Et c'est là que le consentement est difficile à articuler, notamment juridiquement, c'est qu'en droit français, il existe un consentement tacite, c'est-à-dire qu'on peut le faire, on peut donner son accord sans le faire explicitement, Léana. Oui, alors le problème, effectivement, en droit, par rapport à la notion de consentement, c'est que c'est une notion qui est avant tout matérielle. On peut l'appréhender par son contenu, mais il est difficile d'en donner une définition. Alors, par exemple, si on demande à une personne, que ce soit un adolescent ou même un adulte, on va lui exposer une situation en lui disant est-ce que là, à ton avis, est-ce que la personne a donné un consentement libre et éclairé ou pas ? La personne va être capable de dire là, oui, elle a consenti ou non, elle n'a pas consenti. Après, lorsqu'on demande aux personnes de poser la définition du consentement, c'est quasiment impossible. Pourtant, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde connaît le contenu. Mais la définition, même les juristes ont du mal à en donner une. Et c'est d'ailleurs pour ça que la jurisprudence vient souvent compléter un petit peu l'aspect lacunaire relatif à la définition de consentement, surtout en matière sexuelle, afin de donner des exemples et de dire, oui, dans telle situation, pour tel cas, la personne avait donné son consentement. Pour tel cas, non. On est vraiment sur du cas par cas. On est vraiment sur... Il y a un fossé entre la théorie et vraiment la pratique, vraiment le cas par cas. Alors, sachant qu'en plus, ou plutôt l'absence de consentement est un élément constitutif de toutes les infractions sexuelles, en fait. Alors, on reviendra notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg a donné une jurisprudence sur un cas de BDSM qui consacre le consentement, alors qui est une jurisprudence d'une merveille absolue. L'histoire est sordide, mais la jurisprudence a fait date, on y reviendra tout à l'heure. Finalement, est-ce que penser le consentement, même juridiquement, c'est pas penser... on n'est pas obligé de le faire un petit peu en miroir. Est-ce qu'on n'est pas obligé de penser la notion d'agression pour penser le consentement ? Oui, on peut se poser la question de savoir. Alors, surtout dans les pays européens, où, en fait, contrairement à ce qui se passe outre-Atlantique, il y a toujours un petit peu la loi et la jurisprudence qui essayent d'encadrer certaines pratiques, même si les personnes sont consentantes. Mais ça, on l'observe pas forcément pour les relations sexuelles, mais c'est vrai que, par exemple, pour les pratiques sadomasochistes ou ce genre de choses, parfois, effectivement, surtout en droit français, on va peut-être émettre des réserves, même si les deux personnes sont pleinement consentantes, parce qu'il y a toujours cette notion de ce qu'on appelle un petit peu d'ordre public, de protection, en fait. Toujours cette protection des personnes, en fait, contre elles-mêmes, ou alors pour elles-mêmes, et un petit peu face au consentement qu'elles pourraient donner.
Dans d'autres civilisations, ce n'est pas le cas. À partir du moment où la personne a donné un accord libre et éclairé, c'est son problème en fait. Alors, cette difficulté justement de l'accord libre et éclairé, c'est que cet accord, il est d'abord avec soi-même, donc c'est une conversation intérieure. Comment retranscrire justement cette conversation intérieure, c'est très difficile. Il y a une vidéo qui est très bien faite que j'ai découvert avec Audrey sur l'articulation entre consentement et agression. Alors, je vais vous la résumer rapidement. C'est quelqu'un qui essaye de faire boire du thé de force à quelqu'un d'autre. Et la vidéo montre en petit dessin animé, en fait, non, quand quelqu'un n'a pas envie de thé, tu lui mets pas dans la bouche du thé pour qu'il le boive. Si la personne est sous ou inconsciente, bon, tu lui ouvres pas la bouche pour lui mettre du thé. Bon, bref, le consentement, c'est un peu ça, sauf que il y a cette conversation intérieure qui est un peu mouvante, et pour filer la métaphore comme ça, on peut aussi manger beaucoup trop de chocobons, savoir qu'on en mange beaucoup trop et en manger quand même et le regretter ensuite. Comment on peut décortiquer justement ce consentement intérieur et ensuite ce qu'on dit, ce qu'on est, ce qu'on fait à l'extérieur? Un psychologue peut-être pour cette réponse. Oui, effectivement, c'est à se demander déjà, est-ce que l'on désire quelque chose, et puis des fois, on n'ose pas dire non, effectivement. Des fois, on n'ose pas dire non. Des fois, on a peur aussi. Donc, il s'agirait finalement d'interroger son corps, en fait, et de déterminer est-ce qu'on se sent à l'aise, est-ce qu'on est dans la spontanéité ou pas. Alors, il y a quand même je trouve, je ne sais pas si vous le voyez en tant qu'enseignant, enfin, moi je ne suis pas au contact de la jeune génération, donc je vous avoue que je vois ça d'un œil extérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a une perception qui a quand même beaucoup évolué sur la notion de consentement, que même si on ne l'appréhende pas avec un vocabulaire très précis, ils ont quand même une conscience qui est un petit peu accrue, une modification du rapport à l'autre. Alors moi je trouve, et ce n'est que mon avis, qu'il y a une banalisation de l'acte sexuel, du rapprochement sexuel, dès lors que ça reste théorique. D'accord. Voilà, donc on en parle beaucoup, ça c'est propre à toutes les générations qui se sont succédées, mais je trouve que c'est encore plus banalisé, parce que les enfants, par Internet, aujourd'hui, sont exposés à de nombreuses choses. Au niveau du langage, ça a beaucoup évolué. Mais derrière ces mots, derrière cette théorie, finalement, si on les confronte à une réalité, les choses changent. Et c'est là que devient problématique, notamment ce thème du consentement, parce qu'entre ce qu'on disait et ce que l'on va faire, on ne s'attend pas vraiment aux mêmes choses. Et c'est là que peuvent naître des problématiques. Et c'est-à-dire qu'ils sont conscients de ne pas avoir le même discours, ou c'est totalement inconscient? Ils s'imaginent une réalité qui est tout autre. Donc ils banalisent. Même parfois, ils évoquent le rapprochement, pas que de manière sentimentale, mais aussi d'un point de vue presque un peu plus animal. Mais dès lors qu'ils vont être dans une situation plus concrète, il va y avoir un écart par rapport à ce qu'ils imaginaient. Et donc, l'un pensait qu'il voulait, l'autre pensait qu'il voulait aussi. Finalement, ni l'un ni l'autre ne sait exactement ce qu'il veut. Et là vont commencer les débats. Voilà. Vous retrouvez souvent ces situations à la maison des adolescents? Oui, tout à fait. Et ça crée, j'imagine que ça peut créer des traumatismes dans certaines situations. Oui. Ils arrivent avec des ruptures amoureuses, avec des traumatismes de ce genre-là, où ils n'ont pas osé dire non, où ils se sont retrouvés dans des situations qui génèrent du chantage affectif, notamment. Lucie, vous êtes gendarme, donc vous recueillez les paroles des victimes et même des auteurs, parfois d'agressions sexuelles. Alors, on va parler vraiment de l'aspect légal et juridique en dernière partie, mais est-ce qu'on se retrouve aussi à un peu faire d'éducation et de psychologie quand on est gendarme et qu'on est référente des affaires intrafamiliales? Évidemment, on est toujours confronté à ce genre de problématiques, à faire un petit peu de l'éducation, entre guillemets. Pour ma part, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'accueillir des jeunes filles, justement, qui avaient eu une relation sexuelle
consenti pour elle dans un premier temps avec un garçon et qui finalement, après en avoir discuté avec leurs parents, se sont rendus compte que ils avaient peut-être pas envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, s'ensuit une démarche au niveau judiciaire et qui est très souvent difficile à accepter pour la jeune fille, en fait. Oui, et puis qui est très difficile à accepter pour la jeune fille et qui, en droit, est très difficile à prouver. Alors, la difficulté de notre métier, c'est le recueil de la parole et surtout, c'est la parole de l'un contre l'autre. En l'absence de preuves, quand il y a peu ou pas de preuves, c'est très compliqué de faire la lumière, en fait, sur qui dit vrai, qui dit faux, est-ce qu'il y avait vraiment consentement à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut le matérialiser, nous Donc c'est la grosse difficulté de notre métier et du coup après du magistrat qui doit trancher en fait sur la situation. Alors en France, la loi a évolué récemment sur le consentement. L'âge légal du consentement sexuel a été établi à 15 ans, je crois que c'est 18 ans pour l'inceste. Ça vient compléter. Vous dites si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Je crois que ça vient compléter la majorité sexuelle. Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Effectivement, c'est 18 ans par rapport à l'inceste. En fait, ça concerne les relations intimes dès lors que l'un des partenaires est adulte et l'autre mineur. Voilà. C'est ça. Entre un majeur et un mineur, exactement. Alors, c'est effectivement l'âge de la majorité sexuelle pour avoir une relation, pour un mineur, pour avoir une relation intime avec un majeur, donc c'est 15 ans. C'est un seuil qui a été abaissé à 13 ans dès lors qu'il n'y a que 5 ans d'écart. Voilà, tout à fait. Et puis pour l'inceste, par contre, là, c'est 18 ans, mais c'est encore un cas particulier. Mais sinon, oui, voilà, globalement, par principe, l'âge de principe, c'est 15 ans. Mais la précision, effectivement, c'est que ça ne concerne que les relations majeures-mineures. Oui, et ça veut dire que ça vient compléter la majorité sexuelle, c'est-à-dire que ça vient protéger, en fait, les mineurs. Oui. Tout à fait. Effectivement, ça vient... peut-être pas... On vient peut-être pas dire protéger dans la mesure où, effectivement, ça peut avoir ses limites, mais en tout cas, ça vient encadrer et responsabiliser un petit peu les acteurs, en fait, de ces relations, oui. Alors, on le voit, il y a des différents âges légaux. Il y a aussi différents degré de consentement, si je puis dire. On va revenir sur le BDSM avec une affaire moi, que je trouve incroyable, qui a été jugée jusqu'à la Cour européenne de Strasbourg. Et elle pose cette question hautement philosophique, on ne répondra pas là maintenant en 20 minutes, mais est-ce qu'on peut consentir à la soumission ? C'est-à-dire qu'il y a trois personnes lors d'une saisie totalement qui n'avait rien à voir avec une affaire sexuelle. Des policiers ont trouvé des cassettes vidéo de personnes s'adonnant à des pratiques BDSM, dont un magistrat, je crois. Les vidéos étaient tellement violentes qu'une plainte a été déposée. Je crois que... surtout que la femme a dit à plusieurs fois tout le à mot. Fait, j'allais y venir. Ouais. Tout à fait. Et en fait, et non, et stop. Et voilà, on voyait la femme dire stop, etc. Mais je crois que le mot le safe word de BDSM n'était pas très audible. Mais en tout cas, le nom était très audible. Les images étaient tellement d'une violence inouïe qu'une plainte a été déposée. Et je crois que ce sont les tribunaux belges qui se sont emparés de l'affaire. Et la question, c'était, est-ce qu'on vient juger la dignité de la personne, c'est-à-dire des actes de torture, clairement, parce que c'est illisible tellement c'est violent, c'était vraiment des actes de torture, ou est-ce qu'on vient juger le consentement d'une personne ? La Cour européenne de Strasbourg a tranché, dit, vous faites absolument ce que vous voulez. La notion de dignité, on l'évacue parce que de toute façon, c'est beaucoup trop compliqué à définir. En gros, les actes de torture, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, la personne a dit non. C'est-à-dire qu'il y a certains juristes qui ont dit mais comment on consacre un droit à la torture, etc. Mais en fait, c'est justement le consentement qui est mis sur le devant de la scène. Et ça, je crois que c'était en 2005. Oui, tout à fait, effectivement, dans cette décision, alors il y avait 2 articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui se confrontaient. Et alors il y avait l'article 3 sur la protection de la dignité humaine.
et sur les actes de torture, de barbarie. Et le fameux article 8 donc, de la CESDH sur le respect de la vie privée. Donc effectivement, pour un petit peu mettre en avant cette notion de consentement, on s'est fondé sur cet article 8 relatif à la vie privée et familiale. Donc en gros, l'enjeu d'un point de vue juridique, c'était de faire se confronter en deux principes fondamentaux. Et effectivement, alors, ce qui est assez surprenant de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, enfin, assez surprenant, enfin, de notre point de vue, à nous, Français, qui sommes quand même assez protecteurs de la personne. Elle a eu une décision assez libérale, en fait. Voilà, elle a eu une décision assez libérale que on aurait pu retrouver facilement outre-Atlantique, mais là, c'est ce qui peut surprendre, en fait. Elle a fait prévaloir la vie privée et le consentement sur l'interdiction des actes de torture et de barbarie dans la mesure où les personnes sont totalement consentantes. Alors là, effectivement, aussi, il y avait le problème du safe word. Il est clair qu'à partir du moment où la personne dit stop, donc là, elle ne consente plus, donc il n'y a plus de question de... Enfin là, dans ces cas-là, effectivement, les actes de torture et de barbarie semblent, à mon sens, pleinement qualifiés. C'est ça. Donc, bon, alors à la limite... C'est pas elle qui avait porté plainte? Non. Ça a vraiment été découvert. C'est comme si Lucie allait faire une perquisition et qu'elle découvrait chez un magistrat ou autre des vidéos. Et je crois que la plainte a été déposée comme ça, mais elle n'avait en aucun cas porté plainte. Et donc à ce moment-là, comment c'est possible d'accepter une plainte qui est déposée au titre d'une personne par quelqu'un d'autre? C'est déposé au titre de la loi, je crois. Oui, exactement. C'est quand en fait le parquet est informé. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe en Belgique, mais je pense que les procédures doivent être à peu près similaires. Dès lors qu'il y a une infraction, l'information au parquet donc, se fait soit par le dépôt de plainte de la part d'une victime, donc du coup qui est partie, ou ça peut être aussi par n'importe quel moyen, en fait. Disons que l'infraction peut être portée à la connaissance du ministère public par tout moyen. Là, pour le coup, effectivement, on était dans le cadre d'une découverte. C'est pas une des victimes parties qui a déposé plainte. Mais quoi qu'il en soit, le parquet en a été informé. Donc, du coup, à ce moment-là, il a pris la décision. Là, il peut prendre la décision ou de poursuivre, ou de classer sans suite, ou de proposer une troisième voie. Bon, ben là, en l'espèce, il a décidé de poursuivre. Alors, bon, le BDSM, c'est une question particulière, mais je voulais qu'on revienne dessus parce que vraiment, le consentement est au cœur de ces notions, même dans les actes les plus fous, on va dire ça comme ça. Et on se rend compte que BDSM ou pas, tout est une question de rapport de pouvoir et de domination. Et Audrey, vous êtes allée interroger des jeunes sur leurs relations et les relations toxiques. Et on va voir que les rapports de domination sont bien ancrés. Trop de jalousie, trop de possessivité. Ouais. Ils donnent des ordres. Quand la personne donne des ordres. Genre t'habilles pas comme ça, va pas là-bas, fais pas ci, fais laisse pas faire ce qu'il veut. Cette personne. Ouais. Parle pas à telle personne. Contrôle sur la personne. Ouais. Tu fais ce que je te dis. Bah à mon avis, quand quelqu'un est toxique, c'est que il veut déjà que c'est quelqu'un de très mégalo un peu, je pense, quelqu'un de très égoïste et quelqu'un qui veut garder tout pour soi, quoi. Moi, ça m'était arrivé, j'étais avec quelqu'un et la personne voulait plus que je vois mes amis garçons puisque il était jaloux et du coup j'avais plus le droit de sortir avec eux et voilà. Du coup c'est un peu toxique. Oui, là c'est un comportement qui est toxique. Déjà j'en ai parlé avec la personne et je lui ai expliqué que c'était seulement mes amis et il m'a dit que l'amitié fille-garçon ça n'existait pas. Et du coup, je préfère arrêter parce que je préfère mes amis plutôt qu'une personne qui est toxique. Voilà. Une relation, j'étais avec un garçon et au début, moi je trouvais ça mignon. Mais après, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Carrément, j'avais plus le droit de commenter sous le post Instagram d'un autre garçon. J'avais plus le droit de rien faire. Du coup, j'ai essayé d'en parler avec lui, mais il voulait pas. Du coup, je lui ai dit que c'était mieux qu'on arrête parce que moi, je peux pas. Donc, je lui ai demandé direct d'arrêter parce que j'ai essayé de lui expliquer calmement. Il a pas voulu comprendre. Du coup, je me suis séparée de lui. Alors, c'était lors d'un micro-trottoir sur les relations toxiques. Moi, c'est un micro-trottoir qui m'a un peu surpris parce qu'on voit bien que sur 3-4 témoignages, il y a 3-4 témoignages de formes de non-respect de consentement ou en tout cas de privation
de liberté, de choses comme ça. On sent quelque chose, un sexisme un peu ancré et des relations de pouvoir qui s'installent chez les adolescents, Anthony. Alors ça sent le vécu lorsqu'ils parlent, hein, oui. Malgré leur jeune âge, comme vous dites. Alors de manière générale, les rapports humains se basent malheureusement souvent sur des rapports de dominé-dominant, d'autant plus chez les adolescents, parce que dans les groupes, il y a les leaders et il y a les autres. Schéma qu'ils essaient malgré tout ou inconsciemment de reproduire parfois dans le jeune couple qui se crée. Et moi, ce que je dirais aux jeunes, de manière générale, c'est qu'ils doivent prendre conscience qu'ils ont un pouvoir. Un tyran n'existe que s'il le laisse exister. Donc se rendre compte très vite que l'autre prend le pas sur elle ou sur lui, et de s'affirmer. Il y a un jeune sociologue, un apprenti sociologue, c'est lui qui se qualifie comme ça, qui s'appelle Lisandre, que j'ai découvert récemment, qui est un garçon brillant, et qui a fait un article sur les relations de pouvoir dans la jeunesse ajaxienne. Je vous en lis un extrait parce que je trouve que c'est frappant. Alors, il relate un fait. Ce soir du 2 juillet 2018, des centaines de nouveaux bacheliers se retrouvent en boîte de nuit près d'Ajaccio pour célébrer la fin de leur scolarité. L'euphorie et l'alcool tendent à abattre les barrières entre groupes. Quelques jeunes populaires en place, des Ajacciens entre guillemets, comme ils sont nommés avec respect et envie, s'approchent des martyrs, des pères marginalisés et harcelés qu'ils n'avaient jusque-là considérés avec mépris et dégoût. Au milieu de la nuit, 3 de ces Ajacciens forcent une fille à sortir de l'établissement. Ils la traînent jusqu'à la plage, l'agressent dans l'indifférence complice générale. Une information judiciaire est ouverte, des dizaines de témoins présents à la soirée sont contactés, tandis que les accusés paradent en ville en se vantant de leurs crimes. Leurs nombreux amis et amies se succèdent au commissariat de police pour témoigner du caractère provocateur de la victime, de sa mauvaise réputation. Ils font état de la probité morale de leur irréprochable compère. Mais le plus surprenant tient sans doute à ce que ces martyrs présents à la soirée, eux si longtemps humiliés par ces, entre guillemets, toujours 3 Ajacciens et leurs semblables, n'apportent guère de crédit au dire de la victime et couvrent les agresseurs. Comment ne pas être interpellé par la soumission de toute cette classe d'âge avec quelques individus particulièrement craints, admirés et jalousés ? On a l'impression de retourner au collège quand on lit ça. Alors c'est effrayant parce qu'on a 2 rapports de domination qui se mettent l'un sur l'autre, c'est-à-dire la domination d'une catégorie sociale sur une autre et la domination des garçons sur les filles. Allez-y, je vous laisse la parole. Mais c'est ce qu'on disait justement sur ce rapport qui s'installe très vite dans les groupes, hein, le leader et les autres. Mais quand j'entends ces jeunes filles dire il est trop possessif, il m'étouffe, il m'éloigne, il faudrait très vite prendre une décision et non pas attendre. Est-ce que c'est facile ? Non, mais justement les responsables, les adultes, l'éducation fait qu'on doit leur faire très vite comprendre qu'ils ont un pouvoir de freiner très vite ce genre de comportement au-delà de leur jeune couple, dans tous les rapports sociaux qu'ils vont connaître, parce que c'est quand même une inclination malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas, comme le disait Lisandre dans son article, une espèce d'accoutumance à la domination au final qui est presque banale, qu'elle soit de catégorie sociale ou de sexe ? Oui, et c'est pour ça que je pense que par l'éducation dans les familles et à l'école, on doit tendre à donner le pouvoir à tous ces jeunes en construction de pouvoir s'affirmer très vite dans leur vie. Voilà. Le pouvoir, ou ne serait-ce que la capacité aussi d'identifier ces comportements. Parce qu'à quel moment on enseigne à un ou une jeune que c'est pas tolérable ? Il identifie, mais à quel moment ils se disent je dois dire stop. Ça pareil, c'est tant dans le consentement qu'au début on peut consentir et à quel moment on dit je ne consens plus. Ça aussi, dire que tu peux consentir au début et au bout d'un moment ne plus consentir, ou ça mêle plusieurs notions là. Et ça mène aussi alors je vous dis la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle a porté plainte. Il y a eu un non-lieu. J'imagine que quand on fait partie d'une gendarmerie ou c'est monnaie courante que ces plaintes-là n'arrivent pas au bout. J'imagine que c'est aussi parfois un crève-cœur. Comment on suit ces personnes-là ensuite, que ce soit des suites juridiques, Lucie, ou des suites psychologiques, Marina ? Déjà, on essaye d'écouter dans un premier temps donc la personne, savoir comment elle a vécu, comment elle s'est sentie, puisqu'il y a aussi l'état de sidération qu'il faut pas oublier.
où justement on pourrait entendre oui mais elle s'est laissée faire ou il a laissé faire, etc. Et en fait c'est tout simplement c'est un mécanisme de défense du corps en fait, hein. Donc ça c'est extrêmement important de pouvoir l'éclairer à la personne dans un premier temps, et ensuite on travaille tout simplement les symptômes, les séquelles. Voilà, parce qu'il y aura forcément au fil des jours des symptômes anxieux, des symptômes à tendance dépressive également, où justement le corps va parler, que ce soit de l'insomnie, que ce soit des réactions excessives. Voilà, donc on va travailler tout ça en fait pour que la personne puisse s'apaiser et que la mémoire puisse aussi revenir. Lucie, je sais pas si vous avez entendu de près ou de loin cette affaire, mais je vais pas parler de cette affaire, mais bien souvent effectivement il y a des classements sans suite qui sont décidés par le magistrat, hein. Alors c'est pas que l'affaire n'est pas prise en compte, c'est qu'il n'y a pas assez d'éléments pour amener l'affaire devant un tribunal. Donc ce que nous on dit à la personne, à la victime du coup, c'est que attention, c'est pas que le parquet n'a pas pris en compte votre affaire et qu'elle a estimé qu'il ne s'est rien passé, c'est juste qu'on n'a pas assez d'éléments, pas assez de preuves matérielles pour amener le dossier devant un tribunal. Donc le classement sans suite est une réponse pénale quelque part. Donc voilà. Et après, effectivement, notre travail, c'est donc on lâche pas les victimes comme ça, hein, dans la nature. On les oriente justement vers une association d'aide aux victimes ou vers un psychologue ou vers un travailleur social. Voilà. Il y a une prise en charge aussi de plus en plus des auteurs de violences. Je crois qu'il y a une permanence à Corté, une au Cannes aussi. C'est tout aussi important, j'imagine, de suivre les auteurs. Alors pas de la même manière, évidemment, mais... Oui, alors évidemment. Enfin oui, effectivement, il y a cette prise en charge qui a été récemment mise en place sur la Corse. Donc c'est très intéressant pour nous aussi de pouvoir orienter les auteurs qui sont souvent en demande, hein, et en manque de structures d'accueil. Et quand ils sont en demande, c'est idéal pour tout le monde, du coup, pour les orienter vers ce genre de structure. Alors ces faits divers-là, ça peut paraître anecdotique, mais c'est le prolongement d'un fait social qu'on considère encore que... alors les chiffres sont hallucinants, c'est les chiffres du Haut Conseil à l'égalité, je crois que c'est une étude qui date de 2021. En fait, on se rend compte qu'il y a une aspiration égalitaire un peu partout dans le domaine du travail, etc., mais que la sexualité résiste un petit peu chez les jeunes. Par exemple, un jeune sur 4 considère qu'une fille prend du plaisir à être forcée. Un jeune sur 4, c'est énorme, 18-24 ans. Alors, quand même, la sexualité connaît des bouleversements, ça, on peut quand même le constater, mais il y a toujours cette représentation rigide de, pardonnez-moi l'expression, de la salope contre le don Juan. Il y a quand même encore des rôles beaucoup ancrés. Et comment on travaille ce rôle de déconstruction ? Alors, comment on travaille ces rôles Parce qu'en plus, ce sont des rôles qui sont impossibles à... Comment dire, il se crée des identités qui sont quasiment impossibles à tenir, et donc forcément au bout d'un moment ils vont en déborder, quoi. Oui, et puis surtout que la sexualité est banalisée en fait, hein. On a beaucoup entendu malheureusement chez nos jeunes qu'il y avait des règles en fait, hein. Donc il fallait à tel âge avoir fait tel acte. Et qu'effectivement il y a aussi des stéréotypes, hein, ce qui fait que si c'est une personne plutôt féminine qui va avoir 10 rapports par exemple, elle sera cataloguée d'une certaine manière. Chez le garçon ça va être autre chose. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve, et malheureusement c'est ça qu'il va falloir travailler, parce que ça perturbe énormément leur psychisme en fait, hein. Ce fait de, vous dites à tel âge il faut avoir fait telle chose, etc., ce fait de le faire aussi froidement limite, oui. Est-ce que c'est pas un jeu, une façon de aussi se protéger d'un truc qu'on maîtrise pas, enfin de rationaliser des choses qui nous bouleversent un petit peu?
De la mauvaise manière, certes, mais... Ah oui, c'est se mettre en danger, c'est vraiment de faire comme les autres, en fait, hein, alors que finalement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'âge pour avoir un premier rapport, pour faire des fellations, etc. Hein, donc, et là, c'est ce qu'on entend de plus en plus, malheureusement, que les jeunes s'imposent vraiment des règles. Ça crée des problèmes, finalement. Oui, hein, ça crée des traumatismes. Dans ces espèces de jeux-là, de défis, alors le consentement se niche même dans nos téléphones. Il y a le problème du cyberharcèlement sexuel et du revenge porn. Alors le revenge porn, c'est en gros rendre public de n'importe quelle manière, soit sur YouTube, soit en montrant à d'autres personnes un contenu qui était destiné à être intime, souvent des photos ou des vidéos. Alors le revenge porn, ça a été beaucoup médiatisé par des affaires comme l'affaire Kardashian, l'affaire Griveaux, etc. Bon, on le regardait à l'époque d'un œil un peu amusé. C'est devenu une pratique très courante. Et ça montre et le terme aussi n'est pas très exact parce que revenge, donc revanche, on a l'impression que la victime est à l'origine de quelque chose, et porn, on a l'impression que c'est quelque chose d'obscène, alors que parfois ce sont juste des images de nus, etc. Est-ce qu'on voit de plus en plus des affaires de cyberharcèlement comme ça au CIDFF, par exemple ? Oui, alors effectivement, moi j'ai été surprise. Sachant que j'ai pris mon poste au CIDFF en février 2022, donc ça fait même pas un an, j'ai été surprise du nombre de personnes qui relatent ce genre de faits. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une femme victime de violence, alors j'ai droit à l'énumération des violences physiques, parce que souvent ça rate pas, hein. Après, elle me relate aussi les menaces, les insultes. Et on en vient aussi à « Ah oui, j'ai oublié, mon compagnon ou ex-compagnon a diffusé des photos de moi sur Internet, a envoyé des vidéos de nos ébats à ses amis. » Et ça, alors en moyenne, je dois l'entendre peut-être 1 ou 2 fois par mois. Alors, sur une année, ça fait à peu près un total de 24-25 fois. Je peux vous donner les chiffres du lycée, si vous voulez. Une lycéenne sur 4 se déclarait victime de harcèlement ou d'humiliation en ligne en 2020, concernant son apparence ou son comportement sexuel ou amoureux. Donc, une lycéenne sur 4, ça fait 7 filles par classe. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est un petit peu pareil, ce que l'on retrouve au CIDFF. Moi, je trouve que peut-être 25-30 femmes sur une année qui relatent des faits de cyberharcèlement, c'est catastrophique. Pour mettre un peu les mains dans le cambouis, on en prend tous part en fait de ce cyberharcèlement. Je ne sais pas si vous avez reçu, en tout cas je l'ai reçu et beaucoup d'amis l'ont reçu. C'était un exemple très ajaxien de 2 personnes qui s'adonnent dans la rue près d'un bar à un cunilingus, et ils ont été filmés par des caméras de surveillance. Les images ont été prises et je pense que toute la ville quasi a reçu ces images-là. Alors il y a 2 choses. D'un, les images ont fuité. De 2, c'était accompagné de « Ah, vous avez vu la fille qui s'est fait faire machin, c'est jamais dans l'autre sens ». Et il y a même 3 choses. Et de 3, c'est un peu biaisé, parce que comme c'était un peu dans la rue à côté d'un bar, on se dit non mais de toute façon ils font de l'exhibition, donc c'est bon, on peut diffuser les vidéos. Non, on est clairement dans du cyberharcèlement sexuel et ce qu'on appelle du revenge porn. Oui, puisque après, je sais pas quel âge avaient les personnes, enfin après peu importe, mais il n'est absolument pas certain que ces personnes souhaitaient s'exhiber. Peut-être n'avaient-elles pas un lieu approprié pour faire leurs petites affaires, et peut-être ont-elles trouvé ce lieu sécurisant. Et effectivement, ce qui se passe derrière le fait de diffuser ces images, c'est... Oui, on rentre totalement dans la qualification de l'infraction, tout à fait.
Lucie, à la gendarmerie, vous avez une procédure spéciale pour ce genre, pour le cyberharcèlement sexuel, pour tout ce qui est en ligne? Enfin, une procédure ou une manière de l'appréhender, ou des gens formés spécifiquement à ça? Alors, pas forcément. On a des gens formés spécialement à la prise en compte des victimes de violences intrafamiliales. Mais j'ai envie de vous dire que tout ce qui va être sensible, on va les traiter de la même manière. Que ce soit des violences sexuelles ou du cyberharcèlement, ça va être pris en compte de la même manière. On va isoler la personne et on va la mettre en confiance et l'amener à ce qu'elle révèle ce qu'elle a vécu. Parce qu'après, au-delà de la plainte, il y a aussi la volonté que les images s'effacent. Alors même si les plateformes maintenant font de plus en plus d'efforts, YouTube, etc. Bon, c'est un peu plus maîtrisé maintenant. Une fois que c'est envoyé sur des téléphones perso individuels, bon, c'est mort en fait. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les comptes ficha. Je crois que les gendarmes en tout cas, il y a des unités sur le continent qui sont vraiment traitées à ça. C'est soit sur WhatsApp, soit sur Telegram, enfin sur des réseaux comme ça, où des gens balancent des photos. Alors c'est 98% des photos ou des vidéos de femmes prises à la volée et parfois contre de l'argent. Et je crois qu'il y a une unité sur le continent qui s'est vraiment spécialisée dans l'enquête de ces comptes-là. Ouais, donc on se met un petit peu à la page, que ce soit la police ou la gendarmerie. On a créé des unités spécialisées pour correspondre au mieux aux nouvelles infractions qui arrivent. Et du coup, ça fonctionne assez bien. Ça permet à la personne de signaler ou de faire le recueil de la plainte et puis de demander à l'hébergeur de supprimer les vidéos ou les photos qu'il pourrait avoir sur tel ou tel site. C'est long. C'est long. C'est long. Surtout quand c'est des sites américains où voilà, il n'y a pas forcément de coopération. C'est long, mais on y arrive. Audrey, évidemment, tu as monté ces micro-trottoirs, tu n'as pas tout gardé, mais tu me disais que le cyberharcèlement et le revenge porn, c'était quand même une inquiétude chez les jeunes, que tu avais eu des questions sur ça ou des inquiétudes. Oui. J'ai pas parce qu'après il y a certains passages non plus que je ne peux pas diffuser parce que la personne me demande de pas le faire, mais juste elle a besoin d'une oreille parce que dans ce cas-là on est allé vers eux et qu'elles n'ont pas forcément envie d'aller ces personnes-là n'ont pas envie d'aller voir elles d'autres personnes, donc c'est après, on respecte le consentement, là, on y est, de la personne de ne pas être diffusée. Encore une autre application de consentement. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est tellement ancré dans leurs habitudes, les réseaux sociaux, que je pense même que certaines fois, ils ne se rendent pas compte que c'est du revenge porn ou du cyberharcèlement, qu'il soit sexuel ou moral. Oui, c'est un rapport à l'image qui est, on va dire, biaisé, mais même nous, on a pris le réflexe de filmer des trucs rigolos dans la rue. Ouais, c'est ça. Peut avoir l'impression que ça s'apparente à ça. C'est ça. Donc, à mon avis, tant sur les risques des réseaux sociaux que sur tout ce qui va être harcèlement, on a beaucoup de choses à leur enseigner ou à leur dire c'est comme ça que tu identifies tel comportement qui ne va pas être bon envers toi ou qui ne devrait pas y avoir envers toi. Tu n'as pas à accepter ce genre de choses parce que tu veux être accepté ou parce que tu te dis mais c'est pas grave, voilà. Ou parce que c'est quelqu'un d'autre des fois aussi, donc c'est pas grave de continuer de diffuser les choses parce que ça te concerne pas, donc non, ça c'est pas tolérable. Et vous leur avez posé la question de que faire quand on est victime ou même auteur de soit d'emprise, mais la notion de consentement est toujours là, soit de cyberharcèlement sexuel, soit d'agression, et ils vous ont répondu. On peut porter plainte. Après, je sais pas, ma mère, et c'est tout, je crois. Je crois qu'il y a des numéros par rapport pour des choses comme ça, il me semble que j'en ai vu. Sinon, moi j'en parlerai à quelqu'un de proche de mon entourage.
Si ça m'arrive à moi, je me tournerai directement vers mes parents. Parce que j'ai des parents très ouverts et très présents, donc ils sauront m'aider dans cette situation. Sinon, je pense qu'il y a des aides pour ça. Je ne sais pas du tout, mais parce que j'ai jamais été dans cette situation. Sinon, je pense que même si on va voir la police ou la gendarmerie, on va nous aiguiller vers des gens plus adaptés professionnellement. Un ami très proche. Je pense vers ses amis, d'abord c'est important d'en parler à ses amis, c'est plus facile peut-être. Après forcément, faut aller en parler peut-être, voilà, famille, selon la gravité proche. de ce qui s'est passé derrière. Hein, oui, bien sûr, voilà. La réponse. Il faut pas avoir gendarmerie et pas avoir peur aussi de la justice et de dénoncer des actes qui n'étaient pas consentis, quoi. Il faut... C'est important, ouais, c'est vrai, c'est important. D'en parler. Ouais. Non, mais ça, on dirait tu réponds à une question sur le harcèlement sexuel, des trucs comme ça. T'en parles avec la personne. Non, mais en parler, c'est tout le temps en parler. Du jour au lendemain, t'es fou amoureux de la personne, t'arrêtes de lui parler. Alors, si c'est vraiment toxique. En parler à qui? En parler à qui? Avec la personne. Oui, mais le concept d'une personne toxique, c'est qu'elle va réfuter tout ce que tu vas lui dire. Elle va te dire pas du tout, nanani, nanana. Elle va. Et bah, si tu vois qu'il reconnaît pas, bah, tu commences à. C'est dur, mais il faut arrêter. Mais quand t'es amoureux ou quand c'est un. Oui, mais quand t'es amoureux, t'es dans un cas complexe. C'est dur, il faut arrêter. Tu prends des mesures. Il faut en parler. Il faut en parler à qui? À lui ou à d'autres personnes? À tout le monde. Ok, pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour te plaindre, mais lui il va rien changer du tout avec toi. Et ça va t'apporter quoi d'en parler aux gens? Et bah alors t'arrêtes de le fréquenter. Non, mais c'est pas si facile que ça. Donc tu mets court à une relation avec une personne que t'aimes. Et tu veux faire quoi toi alors? Bah je suis en train de réfléchir, mais bon c'est très compliqué de sortir une solution comme ça à ça. Non mais il n'y a pas de solution radicale, déjà ça dépend de la situation. Et ensuite, même si ça te déplaît, la base des bases c'est d'en parler. C'est comme ça qu'on résout un conflit diplomatiquement. Ou alors tu te bats. Mais non mais tu t'énerves comme si c'était un truc pas évident. C'est une évidence aujourd'hui. Oui mais c'est une évidence. Mais c'est une évidence un peu banale. Alors pour paraphraser, de base, c'est comme ça qu'on résout un conflit diplomatiquement, c'est d'en parler. Non mais ils ont raison. Le bon réflexe, c'est d'en parler. Presque tout le monde a été cité, c'est-à-dire les gendarmes, ils ont dit bon, il y a certains numéros, mais on ne sait pas trop. Les amis et les profs. Ah, j'ai pas entendu ça. J'ai entendu les proches. Ah ben mais non, mais les profs sont absents. C'est justement ma question. Oui. Ils sont pas identifiés comme des personnes à qui on peut parler de soucis, alors un prof c'est là pour enseigner, mais c'est bien sûr aussi, je pense, une oreille quand on est dans un lycée scolaire, enfin dans un lycée ou dans un collège. Alors écoutez, moi ça fait pas non plus des années, ça fait 12 ans que j'enseigne, et en 12 ans je vois quand même une certaine évolution dans les rapports enseignants et enfants et ados. L'enseignant n'est plus malheureusement le bouclier. Il n'est plus la personne que l'on va voir. Je pense qu'il est plutôt remplacé aujourd'hui par la CPE. D'accord. Voilà, qui semble plus à même d'entendre. Mais l'enseignant, s'il est en phase avec ce qu'il fait, peut quand même avoir des oreilles baladeuses et se rendre compte quand même de situations problématiques. C'est l'enseignant qui va plutôt devant souvent, des situations que l'inverse. Oui. Mais l'élève, je le sens un peu réticent à se confier. D'accord. Mais alors, bon, heureusement qu'il y a les maisons des adolescents qui couvrent plein de problématiques assez bien. Alors, on y trouve des conseils juridiques, évidemment, de l'accompagnement psychologique et de l'orientation même. Enfin, vous pouvez faire aussi des signalements. Oui, tout à fait. C'est pas quand vous êtes psychologue, vous avez le secret professionnel, mais dans certaines situations, vous êtes autorisé à faire un signalement. Oui, bien sûr. Si la situation, elle paraît dangereuse pour l'adolescent, bien sûr, c'est aussi sur la libre adhésion. Donc l'enfant peut venir, enfin l'adolescent peut venir sans que les parents soient au courant. Mais si effectivement il y a danger, là on va être contraint effectivement de contacter les parents et de faire un signalement si besoin, en fait. Léana, quel est le parcours de prise en charge au CIDFF quand on est victime, quand on a une situation compliquée, soit la notion de consentement, soit d'agression, soit de cyberharcèlement sexuel, et je rappelle que ça n'est pas que pour les adolescents. Alors ça dépend à quel stade de la procédure on va intervenir. L'idéal, c'est lorsque la victime vient nous voir avant d'avoir entamé toute démarche judiciaire ou extrajudiciaire d'ailleurs, parce que c'est dans ces situations-là qu'on a le plus de marge de manœuvre.
En général, on en a très peu dès lors qu'on est au stade de l'exécution d'une décision ou ce genre de choses. Alors, lorsqu'une personne arrive, qu'elle dit avoir été victime d'une infraction sexuelle quelconque, la plupart du temps, alors on va essayer de faire un point sur sa situation. Alors souvent, lorsque c'est une femme victime de violences sexistes et sexuelles qui peut vivre encore avec son auteur parce qu'elle ne sait pas où aller, alors au CIDFF, on n'est pas spécialement axé sur le droit pénal, ça c'est plutôt du ressort de l'association Corsavem. Alors nous, on va l'orienter vers des procédures civiles, notamment ce que l'on appelle l'ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales, pour que le juge, justement, rende une ordonnance par laquelle il décide d'éloigner la victime de son auteur, en prenant diverses mesures, par exemple en interdisant à l'auteur d'approcher la victime, de se rendre dans certains lieux. Bon. Après, lorsqu'on a des situations vraiment avec des infractions sexuelles, et notamment sur les enfants, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Par exemple, la femme est violée par son mari, parce que, je le rappelle, le viol entre époux est une infraction. Et que parfois il y a les enfants aussi qui sont soit co-victimes, soit j'ai même eu des cas où les enfants étaient également violés par l'époux. Enfin voilà, c'était pour tout le monde dans le foyer, au sein du foyer. Là, dans ces cas-là, on n'hésite pas, effectivement. On fait un signalement au procureur et un signalement à la CRIP. La CRIP qui est la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui est rattachée du coup ici à la collectivité, donc à l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Voilà, on n'hésite pas à faire ça, donc je crois que c'est une pratique courante chez beaucoup de professionnels, chez les psychologues, voilà. Mais nous, on n'hésite pas à faire des signalements, effectivement, surtout lorsqu'il y a des enfants. Mais alors, lorsqu'il y a des enfants, c'est CRIP plus procureur. Lorsque c'est une infraction sexuelle sur un adulte, donc c'est au moins un signalement au procureur. Lucie, j'imagine que vous travaillez de concert avec... sur la base de leur signalement, effectivement. Ouais. Dès lors qu'il y a un signalement auprès de la CRIP et qui peut revêtir d'une qualification pénale, nous, on est saisis par le procureur de la République directement, qui nous demande de travailler sur le dossier et de procéder à une enquête, tout simplement. Et en tant que référente aux affaires intrafamiliales, vous êtes formée à recueillir cette parole-là de manière spécifique? Oui, alors en fait, c'est une casquette, encore une fois, différente que j'ai. Donc, je suis spécialisée effectivement au recueil de la parole des mineurs victimes. Donc oui, s'il y a une situation, un enfant qui doit être auditionné, on est quelques-uns à être formés sur la Corse pour le recueil de la parole du mineur. Sur toute la Corse? On est quelques-uns, ouais, sur toute la Corse. Pas beaucoup, mais il y en a. C'est très bien. Et c'est pas toujours évident de franchir le pas quand on est adolescent vers une procédure quelle qu'elle soit, alors que ce soit que des conseils juridiques, psychologiques, ou même ou si on va directement dans du pénal, parce que ça veut dire s'exposer au regard des autres, s'exposer au regard de ses parents. La MDA, donc la Maison des adolescents, propose aussi un accompagnement parental. Oui, exactement. On agit sur 3 axes. Donc c'est l'accompagnement des adolescents de 11 à 21 ans, sur l'aide à la parentalité, puisque nous avons également une éducatrice spécialisée dans notre équipe. Et on travaille aussi avec les partenaires pour justement sensibiliser un petit peu au droit, l'image de soi, le consentement également. Donc là, il y a différents projets qui ont été mis en place, notamment le binôme psychologue, sage-femme, pour justement parler de la question de la sexualité, de l'image de soi, du consentement. Donc ça sera un projet à venir sur des interventions dans les écoles. D'accord. Et quand vous accompagnez à cette parentalité, comme vous dites, c'est pour accompagner des parents qui n'acceptent pas que leur enfant soit victime auteur, ou qui sont débordés, vous accompagnez à quoi concrètement? Alors c'est vrai que sur cette problématique-là, on n'est pas trop confronté quand même, puisqu'on est sur des problématiques
plutôt sur des phobies scolaires, sur des ruptures amoureuses, sur l'identité sexuelle. C'est pas la majorité vraiment, c'est très, voilà, on en a très peu. On en a eu quelques-uns effectivement, mais c'est pas la majorité. Donc effectivement, plutôt l'aide à la parentalité, ça va être sur des conflits entre les parents et les adolescents, où justement ils ont du mal à communiquer, ils ne se comprennent plus, et là on essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui motive ces attitudes en fait de l'un ou de l'autre. Voilà. Eh bien, merci à toutes et tous. En parler, c'est le plus important, et on voit que le réseau est bien organisé, aussi bien pour les adultes que pour les parents, et surtout pour les adolescents. Merci Audrey de m'avoir confié ces 2 épisodes, ce fut un plaisir. En attendant, vous pouvez suivre l'évolution de Sex by Step et Podcast ou Sexiste sur Instagram. Merci.